Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format d'épisode, la parole d'experte. Et pour ce premier épisode dans ce format, on parle de santé sexuelle avec Isia, qui est psychosexologue. Isia, c'est aussi la créatrice du compte Instagram @clito-polo, CLITO-POLO, dont le but est d'offrir une éducation sexuelle au plus juste à toutes et à tous. Dans cet épisode, on parle santé sexuelle au sens large, que ce soit sous des aspects psychologiques et physiques. On parle de pourquoi aller consulter un ou une sexologue, comment trouver la bonne personne pour parler de ses problèmes. Et surtout, on parle d'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, qui est le grand combat d'Isia. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve juste après. Bonjour Isia. Et bonjour. Comment tu vas ? Ça va plutôt pas mal. Trop bien, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, ou même de t'être proposé pour intervenir sur le podcast. Merci à toi. Je suis très stressée, j'ai fait des dizaines d'épisodes, je suis très stressée parce que c'est mon premier parole d'experte. C'est la pression, ça. Ouais, mais ça va bien se passer en vrai, je suis sûre que ça va être génial. Et donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter d'abord, s'il te plaît ? Alors, du coup, je m'appelle Isia. Voilà, j'ai 27 ans. Je suis actuellement étudiante en psychosexologie et je suis en fin d'études. Voilà. Ok. Donc, quoi dire de plus ? Donc, en tout début de mes études, j'ai travaillé en parallèle dans un love store. Voilà, Okay. je trouvais ça plutôt intéressant parce que j'avais envie justement de rencontrer les gens, de voir exactement comment ça se passait et les retours en fait, d'être au plus proche d'eux pour voir un peu leurs appréhensions, leurs questions au niveau de la sexualité et ça m'a plutôt pas mal servi, faut dire. Ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est quoi du coup les études que tu as faites ou que tu es en train de terminer ? Alors moi je suis en école donc du coup qui est située sur Paris. Donc voilà, c'est en 3-4 ans. Après en fait c'est les inscriptions, c'est sur dossier. Donc Okay. je travaille donc dans ma promo, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des thérapeutes, il y a aussi des gens en reconversion. Et en fait, sur 3 ans, on alterne tout ce qui est conférences, en visioconférence ou en direct à la Défense. Voilà, et les ateliers de pratique avec aussi des options. Donc voilà, où on va apprendre des outils en fait pour compléter et agrémenter tout ce qui est consultation en fait, tout simplement. Ok. Voilà. C'est quoi un peu les sujets que vous abordez du coup pendant les études ? Les thématiques sur lesquelles il y a vraiment des choses peut-être un peu pointues à apprendre ou en fait je sais pas du tout ce qui se passe dans ces études. Si. En fait c'est très vaste et c'est très polyvalent et c'est ça aussi qui m'intéresse bien. C'est que la psychosexologie, ça touche beaucoup donc le côté psychologie forcément et médical aussi. Donc tout ce qui est anatomie. Donc en fait, on a des cours d'anat, voilà, on a des cours de psycho, on a des cours d'anamnèse vraiment pour mener à bien une anamnèse au plus juste pour le patient. On va avoir des cours de sexualité autour de l'handicap, autour des maladies psychiatriques par exemple, autour
de pas mal de choses, en fait. C'est super complémentaire. Mais ouais, ça a l'air, franchement, Oui. c'est chouette. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises la sexualité autour du handicap ou d'autres maladies. C'est génial, en fait, d'inclure vraiment tout le monde et après d'être capable de prendre en patient tout le monde, en fait. Bien sûr, parce qu'en fait, la sexualité, finalement, ça touche tout le monde, Ouais. en général. Et ça fait vraiment partie de notre vie, en fait. Donc, du coup, pour moi, il me semblait vraiment intéressant, justement, de voir toutes ces facettes. C'est pour ça que cette école aussi m'a intéressée. Hein. Genre, on va aussi voir tout ce qui est notion avec le cancer. Parce qu'en fait, c'est justement cette approche que n'ont pas forcément les médecins. Voilà, c'est-à-dire que les médecins peuvent s'occuper de tout ce qui est cancer, tout ce qui est chimiothérapie, etc. Mais au détriment souvent du confort de la personne, au détriment de la sexualité. Et donc, du coup, finalement, on est complémentaires. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je le vois comme ça. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Comment est-ce que toi, tu as découvert ce métier ? Ah, alors là... en fait, la sexualité, ça m'a toujours intéressée. Ça m'a toujours... toujours plu, en fait, passionnée, je dirais. Voilà. Moi, je suis très pointueuse. J'aime beaucoup savoir le comment, en fait. Le pourquoi ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui est à l'origine. Je cherche toujours à creuser plus loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée qu'il fallait être médecin pour être sexologue. Voilà. J'étais restée là-dessus. Du coup, je me suis pas lancée de suite là-dedans. Jusqu'au jour où, justement, j'ai une amie médecin qui m'a dit « Mais tu sais que finalement, il existe des écoles et des formations pour devenir sexologue ?» Et oui, là, j'ai poussé les recherches et c'est là, en fait, que j'ai rencontré cette école, l'école de la psychosexologie. Ok. Voilà. C'était un sujet qui était vraiment abordé librement, la sexualité plus jeune, dans ta famille. C'est un sujet que tu n'as jamais eu de mal à aborder parce que ça reste quand même un sujet très tabou. Oui, certes. C'est assez particulier, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une ouverture d'esprit, voilà. Je me suis énormément posé de questions, que ce soit sur la sexualité, justement, parce que finalement, l'éducation sexuelle, elle était totalement inexistante, voilà, faut se le dire. Et encore actuellement, c'est un peu compliqué. J'avais des tas de questions, pareil aussi sur tout ce qui est questions autour du féminisme, autour du genre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tabous, énormément de non-dits, plein de clichés et de la honte. Donc du coup, voilà, en fait, ça m'a toujours révoltée. Après, bon, personnellement, mon éducation sexuelle a été un peu parsemée d'embûches. Voilà, mais bon, je pense comme beaucoup aussi, quoi. Surtout à cet âge-là, on cherche justement une vérité et c'est compliqué de la trouver parmi toutes les informations qui tournent autour, quoi. À quel âge est-ce que tu me dis si c'est trop personnel après, En fait, mais à quel âge est-ce que tu as senti un peu le fait que tu te posais vraiment plus de questions sur ce sujet en particulier et que tu voulais aller après creuser dans les études, etc. Alors au niveau de l'intérêt, je dirais relativement tôt, donc plutôt collège, lycée. En fait, moi, c'est plein de choses qui m'ont révoltée. Par exemple, des phrases classiques comme ah oui, non, mais la masturbation, non, mais en fait, on est des filles, donc c'est pas possible, ça existe pas. Ou alors, ah, mais la masturbation, oui, mais enfin, c'est mon chéri qui me le fait, sinon c'est pas possible, enfin, c'est sale, il y a que les hommes qui se touchent, finalement. Donc, c'est plein de phrases comme ça qui m'ont titillée, en fait, et où j'étais vraiment intrinsèquement révoltée. Voilà. Après, au niveau des études, c'est vraiment plus tard. Je devais avoir, je sais pas, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc, tu as d'abord fait un autre cursus, enfin, tu as d'abord commencé un autre cursus avant pour après te réorienter sur la psychosexologie. Je vais arriver à le dire en entier. De quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle de santé sexuelle ? Alors, la santé sexuelle, je dirais que c'est... comme je dis, la sexualité, c'est très vaste. Donc, santé sexuelle, c'est la santé avec bien-être dans son corps, déjà. Ça peut être aussi en rapport avec son orientation sexuelle. Voilà. Voir comment on se sent par rapport à ça, si on se sent accepté aussi, avec soi, mais avec son entourage, c'est important. Ça peut être aussi être à l'aise avec son corps, travailler sur
tout ce qui est traumatisme aussi, ou blessures internes. Ça peut être aussi en lien avec des douleurs. Enfin, c'est très, très vaste, la santé sexuelle. En fait, c'est aussi bien psychologique ou psychique, je sais pas tellement la différence entre les deux, en fait, que physique. C'est ça, totalement. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on irait consulter une psychosexologue? Est-ce qu'il y a un peu des symptômes, des pathologies, des trucs qui doivent nous alerter pour qu'on aille consulter? Je trouve que c'est une question très personnelle, en fait, parce que les patients vont venir consulter, mais quelquefois à différents stades. C'est-à-dire, il y en a qui vont venir pour un différend dans le couple, parce qu'il faut savoir qu'en tant que psychosexologue, on est thérapeute de couple également. Ok. Voilà. Ça peut être aussi tout ce qui touche la libido ou une douleur. Voilà. En général, c'est une douleur mais qui n'est pas expliquée d'un point de vue médical. Donc, par exemple, la toute simple consultation chez le gynécologue qui finit par dire non, mais finalement, c'est dans votre tête. Voilà. Ah, cette phrase. On l'aime bien, celle-là. On l'adore. Et en tant que patient, c'est pas du tout culpabilisant en plus qu'on te dise ça, c'est dans ta tête, c'est rien, horrible. quoi. Ouais. Mais c'est vraiment très courant par contre. Ouais. Mais après, voilà, ça peut être aussi des symptômes comme tout ce qui touche au niveau des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi par exemple des problèmes d'éjaculation, des problèmes d'érection, du vaginisme. Voilà, c'est... En fait, dès qu'on on se sent pas bien dans son corps, dès qu'on a du mal aussi à avoir des relations sexuelles, il faut pas hésiter. En fait, c'est des choses que Alors, en tant que femme, on va facilement... Non, c'est pas vrai ce que je dis. En tant que femme, on va chez gynécologue, sage-femme ou même chez son médecin. Enfin, je pense que toutes les femmes ont accès à ces corps de métier. Et qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de, par la formation, de prendre en charge que toi, tu sais faire? Ça va être tout ce qui est de l'ordre de la psychosomatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des maladies, donc c'est des réelles maladies qui procurent des douleurs, mais qui ont une origine psychologique. Donc soit un trauma, soit une mésentente dans le couple. Tout ça, en fait, l'exemple classique, c'est le vaginisme. Voilà. Malheureusement, les gynécologues ne sont pas formés en fait aux dyspareunies, donc les douleurs en fait au niveau vaginal. Et le vaginisme en fait partie. Donc en fait, ça va être ce genre de choses. Et aussi le travail sur l'estime de soi. Ok. On travaille beaucoup dessus. En fait, ils sont pas assez formés parce que il y a plein de choses pour lesquelles les gynécologues, quand ils sortent tout juste de leur formation initiale, ils sont pas formés. Enfin, il y a plein de maladies. On a fait un épisode sur l'endométriose. Oui. Ça fait partie des maladies dont les gynécologues ne sont pas forcément formés. Est-ce que ce qui touche plus à la santé sexuelle côté psychologique, est-ce que c'est aussi des choses qu'ils peuvent rajouter à leur formation ou à leur intérêt pour élargir un peu leur champ d'action, ou alors est-ce que c'est vraiment trop spécialisé, comme tu dis, il faut 3-4 ans de formation en plus? Après, ça dépend de leur motivation personnelle, je pense. Voilà. J'ai par exemple des collègues qui sont gynécologues et qui suivent la même formation que moi en parallèle. Ok. Voilà, donc ça existe, c'est plutôt sympathique, enfin, moi je trouve ça vraiment très louable. Et après, sinon, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en équipe. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que psychosexologue, je vais travailler avec un psychologue, je travaille avec un gynéco, avec un andrologue, avec plusieurs corps de métier comme ça, pour justement prendre le patient vraiment dans la globalité. Voilà, pas se concentrer sur un champ d'action, mais vraiment l'aider dans l'ensemble, côté psychologique et physique, et sur tous les aspects. Parce que finalement, c'est ça qui va l'aider, parce que dès lors où il y a un dérèglement à un certain niveau, par exemple psychologique, ça va gangréner, entre guillemets, le reste. Voilà, donc c'est une étude pluridisciplinaire. Et en fait, là, du coup, on parle un peu plus des femmes parce que c'est les femmes qui vont chez les gynécologues. J'ai jamais vu d'hommes, enfin, j'ai jamais vu, hein. Peut-être que ça existe des hommes qui vont chez les gynécologues. Je sais même pas si les gynécologues sont capables de prendre en charge des hommes. Comment les hommes, est-ce qu'ils font
pour trouver la bonne personne ou le bon corps de métier selon leur problème sexuel? Alors, en général, si c'est un problème, par exemple, physique, ils ont accès aux andrologues ou aux urologues. Ok. C'est un peu l'équivalent du gynécologue pour les femmes. Pour tout ce qui est éjaculation précoce ou problème d'érection, je donne vraiment des exemples comme ça. Voilà, psychosexologue, c'est inévitable. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu alors, des psychosexologues? Ou même, je sais pas si sexologue tout court ça existe ou. Oui, mais oui. il y en a quand même pas assez, j'imagine. Oui. Bah, déjà, je pense qu'il faut être à l'aise avec le sujet et que c'est Ouais. déjà un sujet qui est globalement tabou. Voilà, il Ouais. faut le dire. C'est aussi un métier qui est récent, finalement. Et puis, malheureusement, il n'est pas réglementé non plus. Donc, D'accord. en fait, ça pousse un peu comme des champignons. Sans mauvais jeu de mots. C'est Clairement. ça. En fait, il n'y a pas une formation avec un diplôme d'État à la fin, c'est ça? Non, c'est bien ça. Pour le moment, non. Ok. Tu sens que ça bouge un peu de ce côté-là ou... Ah ben, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Oui, Ouais. parce que c'est ça le risque, en fait. C'est que vu que c'est pas réglementé, il y a des établissements qui proposent des séminaires, qui proposent des formations, qui durent en quelques week-ends, en quelques mois, en 1 an, et où ça y est, on sort avec son joli certificat de sexologue, et on part à l'aventure, et je trouve ça terrifiant, en fait. Ouais. Voilà. Puis à côté de ça, il y a des écoles aussi, donc comme la mienne, donc en 2 ans, ou en 3 ou en 4. Il y a certains DU ou DIU au sein de la fac, ça existe. Et on va avoir le schéma aussi où des psychologues ou des médecins vont se spécialiser en sexologie. Voilà. Ok. Mais moi, je voulais vraiment axer sur une formation longue parce que je trouvais que c'était le plus rassurant. Déjà pour moi et pour mes futurs patients. Ouais. Parce qu'on est quand même amené à traiter des patients qui ont une histoire de vie assez compliquée. Quelquefois, ça arrive. Hein. Qu'ils ont des traumatismes dans l'enfance. Voilà, ça peut parler de viol, ça peut parler d'inceste. Et je pense qu'il ne faut pas rigoler avec ce genre de sujet, quoi. Voilà, non seulement il faut être prêt, en fait, déjà, soit pour aborder certains thèmes, mais en plus, voilà, on va pas mettre en danger la personne. Comment est-ce que, en tant que patient ou patiente, c'est vrai qu'on parle beaucoup au masculin, mais on fait pour savoir si la personne qu'on s'apprête à aller voir est vraiment formée avec une formation suffisamment complète pour nous prendre en charge correctement? Moi, je pense sincèrement qu'il faut déjà regarder son site internet. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de site internet. Pour moi, c'est éliminatoire. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Et il faut vraiment trouver les sources, quitte à questionner même en fait le praticien sur ses études. S'il n'y a pas la source dans son site, oui, ne pas hésiter, quoi. Je pense que c'est indispensable. Voir les outils qu'il utilise aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, je compte me former en sophrologie en plus, qui est, elle, reconnue par l'État. Voilà, donc c'est vraiment un outil en plus que j'ai décidé de choisir. Et voilà, il y a certains patients qui vont accrocher avec une spécialisation, qui vont pas du tout accrocher avec une autre. Donc ça aussi, c'est important, voir les spécialisations du sexologue. S'ils ont vraiment du mal avec l'hypnose, peut-être pas s'orienter sur quelqu'un qui va tout traiter par l'hypnose. Voilà, c'est propre à chacun en fait, il faut vraiment avoir le feeling. Ok. Tu as parlé de sophrologie et d'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres spécialisations? Tu parles beaucoup d'outils. Est-ce qu'il y en a d'autres que ces deux-là? Oui, bien sûr. Bah, déjà, tout ce qui est psychosomatique, il n'y a pas tout le monde qui en parle, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est une des options en fait que j'ai décidé de choisir. Ok. Effectivement, l'hypnose, la sophrologie, ça peut être aussi l'approche tantrisme, par exemple. Ça peut être le MDR. Tu me parles une langue que je ne connais pas. si on peut expliquer un peu plus, je veux bien. Sophrologie, hypnose, je suivais jusque-là. Après... Là, tout allait bien. Alors, c'est pas une filière que j'ai choisie, mais je ne suis pas spécialisée. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment
une façon de traiter les traumatismes par une étude comportementale, en fait, et avec le mouvement oculaire. Ok. Si j'ai bien saisi. Après, je ne maîtrise pas le sujet, malheureusement. Ouais, ok. Écoute, et franchement, c'est un sujet à creuser parce que j'en ai jamais entendu parler. Le mot ne me dit rien. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir une autre experte ou un autre expert sur le sujet. C'est sûr. Mais oui, en fait, c'est cet ensemble d'outils qui vont nous permettre au mieux d'appréhender les traumatismes. Parce que vraiment, le plus dur, je pense, c'est ça, en fait. C'est l'étude des traumatismes et remonter à la source sans fragiliser le patient, seulement s'il y a utilité également, et l'accompagner au mieux, en fait, pour éviter qu'il en souffre, tout simplement. C'est vraiment, tu parles vraiment beaucoup de traumatisme. C'est vraiment, les problèmes sont vraiment très souvent liés à ça. Je trouve. En fait, pour moi, après c'est ma vision, je trouve qu'on est beaucoup impacté en fait par tout ce qui est traumatisme, par vécu et par l'enfance. Voilà. Et en fait, c'est plein de schémas qui se répètent, tout simplement. Ça veut dire qu'on peut avoir une réaction au jour d'aujourd'hui et se rendre compte que finalement, si on réagit de cette façon, c'est parce qu'on a été éduqué de cette façon-là, c'est parce qu'on a appris à réagir comme ça, pour se protéger peut-être, voilà, pour se sentir plus en sécurité, et ça peut donner lieu justement à des problématiques dans la sexualité. Ok. Voilà. C'est ça, en fait, fou. Tout est lié. Ouais. Non, mais en vrai, c'est passionnant. C'est fou. Mais je trouve que la psychologie et l'étude psychologique, je trouve que c'est incroyable tout ce que parfois même des tout petits actes ou même des toutes petites phrases ou quand on était enfant peuvent résonner et avoir des conséquences plus graves quoi sur la suite. Je trouve ça fou. Mm-hmm. Et parfois qu'on n'en ait même pas conscience en fait que notre cerveau conscient ait voulu oublier et que ça soit dans l'inconscient que ça travaille. Je trouve ça dingue. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi quelquefois on préfère passer par l'hypnose parce que c'est beaucoup plus safe aussi comme approche. Voilà, c'est beaucoup plus doux, c'est plus rassurant. Et après, des outils indispensables, du coup, je parlerai d'EFT. Je suis convaincue. Alors, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est une méthode, en fait, pour travailler sur les émotions. En fait, c'est une méthode de gestion sur les émotions. C'est basé sur la médecine chinoise. Ok. Et avec justement... alors là, par contre, il faut vraiment croire à la médecine chinoise et à la présence des méridiens, du coup, qui sont des flux qui nous parcourent. Et en fait, on va travailler sur la libération de cette émotion. C'est-à-dire, par exemple, si un patient au cabinet est vraiment très en colère, il a du mal justement à gérer cette colère, il sait pas trop d'où ça vient, mais à chaque fois ça ressurgit, et comme par hasard à tel moment, voilà, on va travailler pour libérer en fait ces émotions. C'est vraiment ce but-là. Okay. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on va vraiment axer sur l'acceptation, et finalement, c'est, je pense, une étape les plus difficiles. Ça, c'est accepter nos émotions et nous accepter. Et savoir pourquoi on est comme ça et travailler dessus. Ouais, c'est important vraiment de toujours savoir pourquoi, quelle est la base de nos comportements ou des blocages actuels pour pouvoir les libérer, ou est-ce qu'on peut réussir à les libérer ou à changer sans vraiment revenir à la source. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave. Pas de souci. Finalement, je pense que c'est relié quand même. Enfin... Oui. Moi, je pense que c'est important. Après, on n'est pas obligé de creuser jusqu'à la source. C'est-à-dire que si la personne, elle est vraiment pas à l'aise ou qu'on sent que vaut mieux pas déterrer, voilà, on va pas aller à cette rencontre. Voilà. Ok. Mais c'est quand même intéressant de savoir pourquoi, en fait. Parce que finalement, si on traite l'origine, après, il n'y a plus besoin... Ouais. Après, ça se fait tout seul, en fait. Voilà, c'est comme tout ce qui est les histoires de dépendance affective ou de relations toxiques, finalement. Il faut remonter à la source pour éviter que ça se reproduise. Ok. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais au moins, c'est quand même rassurant de savoir que si on n'est pas prêt ou prête, tu vas pas non plus aller creuser jusqu'à faire sortir des choses qu'on n'a pas envie, quoi. Non, jamais, vraiment. Non, justement, il y a une limite. Hein. Finalement, déjà, on n'induit rien. On va jamais forcer quoi que ce soit. En fait, le patient est toujours libre de ses choix. Voilà. Après, nous, on va le questionner, on va lui donner un avis neutre. Voilà.
Mais le patient sera toujours libre de ses choix. C'est sûr. Ouais. Et du coup, c'est quoi les risques à pas aller consulter quand on a un... Alors, il y a les problèmes physiques plus précis du style maladie sexuellement transmissible, etc. Et plus les blocages qui viennent d'un blocage psychique. Alors, dans les deux cas, ça va être quoi les risques à pas aller consulter? Déjà, il y a le risque de cercle vicieux. Voilà, ça, c'est notre préféré. C'est celui qui est partout. Malheureusement. C'est-à-dire que si on ne va pas consulter, je prends l'exemple de douleur, par exemple. Voilà, Ouais. on a des douleurs, on va faire un rapport. Finalement, ça va mal se passer. Vu que ça s'est mal passé, on va pas vouloir réitérer l'expérience, ce qui est totalement normal. Et si jamais on décide un jour de retenter, en fait, finalement, c'est pas forcément ces douleurs physiques qui vont nous faire peur, c'est la peur en elle-même, en fait. C'est la peur d'avoir mal. Et en fait, ça va amplifier la douleur. Parce que si on a peur d'avoir mal, finalement, je parle d'un côté féminin, on va se contracter. Si c'est contracté, ça va amplifier les douleurs. Et en fait, c'est que ça va faire un cercle vicieux, ça va empirer un peu la situation, et ça va impacter la libido. Okay. Et je pousserais même un peu plus loin sur le fait que, par exemple, dans un couple, là je parlais par exemple d'un couple hétéro, voilà, si madame justement a du vaginisme, qu'elle persévère, toujours douleur, etc., mais ça se passe mal, du coup, pouf, ils interrompent le rapport et il n'y a plus de pénétration. Monsieur, par exemple, peut devenir éjaculateur précoce à cause de ça. Ok. En fait, ça va se répercuter sur l'un, sur l'autre, et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Donc nous, on est là vraiment pour briser ce cycle, voilà. Après, pour quelque chose de entièrement physique et pas psychologique, le problème, c'est que ça peut, pareil, une atteinte sur la sexualité, c'est une atteinte sur l'humeur globale, c'est une atteinte sur notre vie perso, sur notre vie professionnelle, finalement aussi. Ça peut être une dévalorisation et aller jusqu'à l'isolement pour certains. Donc, ou créer des mésententes dans le couple, liées justement à ce problème qui est uniquement de l'ordre sexuel. Ok. Ouais. C'est absolument, selon toi, absolument indispensable la sexualité, que ce soit dans un couple ou même personnellement en fait. Enfin, parce que la sexualité, c'est pas forcément dans un couple ni forcément dans un couple hétéro. Bien sûr. Ça peut être tout seul avec soi. Est-ce que selon toi, c'est absolument indispensable ? C'est pas absolument indispensable. En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vivent très bien sans. Voilà. Et il y a des personnes qui en ressentent le besoin. Ça dépend plus de nos besoins. Et chaque personne a un besoin primaire qui est totalement différent de celui de son voisin. Voilà. En fait, ça devient un problème quand ça porte atteinte à notre bonheur, en fait, à notre estime de soi. Si nous, on se sent pas bien avec le fait qu'on n'a pas de sexualité en ce moment et qu'on aimerait, là, oui. Là, je pense que c'est un motif suffisant pour consulter. Et évidemment, comme on disait pour boucler avec le début, la masturbation féminine est tout à fait autorisée, tout à fait saine et tout à fait... Enfin, voilà, clairement, il faut en parler. Bien sûr. Oui, non, mais ça m'a toujours choquée, oui, effectivement. Mais c'est parce que justement, la sexualité était tabou déjà, donc les jeunes en parlaient très peu. Là, ça commence un petit peu, mais bon, c'est pas encore ça, mais on y vient. Genre, moi, en fait, c'est vraiment mon but, c'est travailler sur l'éducation sexuelle. Okay. C'est vraiment mon goal ultime. Ça serait vraiment créer une éducation sexuelle pour tous. Ah, super. Oui, et accessible au plus tôt. C'est-à-dire que déjà, par exemple, je suis cofondatrice du compte Instagram Kitopolo. Ouais. Donc voilà. Et en fait, je trouve que ce serait indispensable de faire venir des intervenants sexologues dans les établissements scolaires. Voilà. Ouais. Parce qu'actuellement, ça peut être des enseignants, ça peut être une infirmière scolaire, mais c'est pas des personnes qui sont vraiment formées à la sexualité. Donc, en fait, ils vont se retrouver face à des questions auxquelles ils pourront peut-être pas répondre. Et en fait, on se retrouve aussi avec un programme qui est très classique, qui est limite... voilà, c'est la protection, ce qui est très important, certes, la protection c'est très très important, mais ça fait un peu peur, on parle pas de plaisir, on parle pas de consentement, on parle pas de tout ça.
Et Surtout, on parle pas de consentement, ça c'est clair. oui, et je serais vraiment plus sur une écoute et une interaction en fait avec les étudiants parce que je pense que ils ont beaucoup de choses à nous dire en fait. Voilà. Ah ouais. Ouais. Quand tu dis au plus tôt, pour toi, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à parler de sexualité, même avec ses propres enfants, en fait? Bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge, je dirais, parce que finalement, même les petits en maternelle, il y en a qui ont déjà un rapport avec leur intimité, avec leur sexualité. Il y en a même qui peuvent l'expérimenter à l'école. Donc, je pense que c'est important aussi pour les parents d'être informés à ce sujet et de rassurer les enfants, de leur dire oui, c'est normal, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui t'appartient, qu'il faut que tu fasses tout seul à la maison, c'est ton truc à toi, c'est ton jardin secret, pas à partager avec les copains. Ouais. Voilà, moi je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Après, en termes d'intervention au niveau des établissements scolaires, je pense plus collège, moi, à mon avis. Ouais. Voilà. C'est vers cette tranche d'âge-là que les ados, on va dire que c'est des ados, même si j'ai l'impression que c'est des enfants, que les ados commencent vraiment à expérimenter plus, peut-être en couple ou à vraiment expérimenter. J'ai pas envie de dire, enfin j'ai envie de dire plus en profondeur, mais c'est pas le mot quoi. Mais Ils j'ai pas les apprennent à bons se mots. connaître en fait, finalement. Ouais, voilà. Oui, non, c'est sûr. Bah, c'est ça. Et finalement, avec le recul, je pense que, enfin, il y en a beaucoup en fait qui ont vécu des choses qui n'étaient pas forcément très agréables ou très bienvenues en fait à cette période-là. Et je pense qu'en leur offrant une éducation sexuelle et, euh, et une écoute à cet âge-là, je pense qu'on aurait pu éviter certains comportements ou certaines pensées qui peuvent poser problème dans le futur et qui peuvent poser en fait des blocages, tout simplement. Voilà, moi je vois vraiment ça comme ça, comme le complexe du vestiaire, le fameux, Ouais, qui apparaît à cet âge-là parce que c'est la puberté et que ouais, tout le monde se compare et tout le monde regarde un peu l'intimité de chacun, la poitrine, le développement et moi pourtant je sais pas comme ça. Et même au niveau sexuel, hein, beaucoup de garçons développent justement un complexe à partir du moment où ils ont partagé le vestiaire avec leurs copains. Et oui, parce que bon, ouais, surtout que à cet âge-là, on n'a pas du tout conscience que la taille au repos n'a rien à voir avec la taille en érection. Mais eux, ouais. ils auront gardé cette idée de petit enfant ou de collégien qui, qui voit qu'en fait, finalement, chez lui, ça n'a pas grandi et chez les copains, si. Et ça impacte énormément. Et quand je dis énormément, ouais, ça peut être des personnes de 30, 40 qui viennent en cabinet et qui pensent que ils sont pas comme tout le monde. Alors que finalement, ils font très bien partie de la moyenne. Ok. Mais voilà, c'est des traumatismes, c'est des blocages qu'on acquiert plus jeune en fait. Et je pense que l'éducation sexuelle pourrait aller à cette encontre. Comment est-ce qu'on fait parler des ados de cet âge de ces problématiques alors que forcément à cet âge-là c'est hyper tabou, les copains se moquent. Alors comment est-ce qu'on les fait aborder ce sujet, même si c'est du coup, j'imagine que dans un cours, ils vont pas prendre la parole pour expliquer comment ça se passe chez eux, mais même en un à un, en fait, je sais pas si vraiment ils arriveraient à se livrer sur ces sujets, quoi. Bah, ça dépend aussi du contexte, c'est-à-dire que j'ai justement ma collègue, donc Esther, qui elle par exemple a fait des interventions déjà dans des établissements. Et ce qu'elle a fait tout simplement, c'est qu'elle était un petit comité. Voilà, Ok, donc petit comité, c'était des jeunes. Et donc du coup, elle a exposé un petit peu, mais voilà, c'était vraiment en interaction. C'est-à-dire qu'elle exposait des faits, des fausses croyances, donc des phrases toutes faites que tout le monde croit alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ouais, voilà, elle apportait des réponses. Et au fur et à mesure, en fait, les élèves se sont sentis en confiance. Et donc, ils ont commencé à poser deux, trois questions sans forcément rentrer dans le vif du sujet ou à se dévoiler devant tout le monde. Mais bon, voilà, ils étaient curieux parce que en petit comité et sans le professeur juste à côté pour écouter, ouais, voilà, il y a un petit échange qui se fait. Après, il y en a aussi très bien qui appellent directement des sexologues
Ça se fait beaucoup aussi. Et certains jeunes qui consultent, hein, bien sûr. Ok. C'est quoi du coup ces fausses croyances un peu, ces phrases toutes faites qui sont pas vraiment vraies mais qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit et petite? Il y en a pas mal, hein, parce que entre ça et tout ce qui est porno, Ouais, je voulais en parler aussi après du porno, ouais. on est pas mal servi. Ça peut être sur la durée d'un rapport, Ouais, ça peut être sur la masturbation, hein, voilà. Est-ce que c'est ouais, normal de se masturber? Ça peut être aussi sur l'éjaculation, donc à partir de quand on estime que c'est précoce. ok. Ou alors, bah, ça peut être sur des positions. On a beaucoup de questions sur les positions et les préliminaires finalement. Parce que ça, c'est des questions qui me sont beaucoup revenues quand je travaillais en Love Store. Ok. C'est que, voilà, alors en fait, quand les jeunes se mettaient un peu en confiance, parce que, bah, voilà, hein, j'ai rencontré ils venaient en groupe, ils aimaient bien venir en groupe. Ils avaient entre 18 et 19 ans, hein, voilà, vraiment tout jeunes. Et de temps en temps, voilà, on parlait un peu à l'écart, et j'ai déjà entendu des questions en mode, oui, mais je comprends pas, ça se passe bien, mais je trouve qu'elle est vraiment quand même très étroite. Et alors du coup, on discute un peu, et j'ai fait, mais il y a préliminaire, enfin, vous jouez? Alors là, bon, ça peut être choquant même. Il m'a juste dit, ben, de temps en temps, je lui mets des doigts. Et là, j'ai fait, non, bah non, non. En fait, c'est ça, c'est qu'il y en a qui pensent vraiment que les préliminaires, ça se contente de, voilà, tout ce qui est doigtage, etc., quoi. Ouais, Et là, c'est là que je me suis dit, waouh, effectivement, je pense qu'on a besoin d'une éducation sexuelle. Parce que ouais, finalement, tout ce qui est bisous, ce qui est caresses, ça peut être des mots doux, ça peut être un massage ou n'importe, hein. Voilà, ça fait partie des préliminaires. Alors ouais, bon, j'ai du mal encore à dire préliminaire parce que ça sous-entend que ça prépare à quelque chose. ouais, Voilà, un rapport, il faut pas non plus le centrer autour d'une éventuelle pénétration. C'est vraiment avec ou sans. Mais ouais, voilà, je veux dire, c'est les petits gestes tout simples, mais rien que ça, dans le porno, bah, ça n'existe pas. Donc, du ouais. coup, ils n'ont pas cette représentation. Pareil pour tout ce qui est lubrifiant. Voilà. Mm. Et voilà, j'ai déjà eu un couple gay qui comprenait pas, qui se plaignait de douleur, donc je cherche à savoir un peu plus, et en fait j'apprends que il n'était pas de lubrifiant du tout. Et je leur explique que la zone en plus n'est pas du tout lubrifiée naturellement. On parle pas de Ouais. vagin, voilà. Et en fait, texto, on m'a répondu ah oui, mais pourtant dans le porno ils mettent pas de lubrifiant. Et oui, sauf que c'est coupé au montage. Il n'y a Ouais, pas les 3 heures de préparation. ouais. Voilà. Donc c'est plein de bases en fait qu'on n'a pas. Parce que les gens se forment, se renseignent Où ils juste peuvent. avec du porno, quoi. Et oui, mais après, j'ai du mal à les blâmer parce que je me dis que c'est la seule représentation de la sexualité qu'ils ont. Même si Ouais, elle est fictive, même si c'est plus un film qui cherche à toucher les fantasmes, hein, clairement. ouais. Voilà, hein, c'est des angles de vue qui plaisent visuellement, mais qui sont irréalisables physiquement, hein. Qu'on soit d'accord. Voilà. Merci de le préciser, hein. Mais voilà, c'est la seule représentation de la sexualité qu'ils ont. Parce qu'une éducation sexuelle, à part mettre un préservatif et se protéger, ils en ont pas. Et Ouais, sur les réseaux, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un peu chacun prêche sa paroisse. Et puis il y a aussi plein de faux comptes. Le nombre de comptes où j'ai vu sexologues sur Instagram et où on réalise ce qu'ils racontent rien que dans leurs posts, où je me dis non, 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 là, c'est pas possible. ouais, Et ça, on s'en rend pas compte. Et c'est des comptes qui sont suivis par des centaines de personnes. ouais. Voilà. C'est dangereux. Ouais, Et ouais, oui. Mais si on avait une éducation sexuelle qui circulait, voilà, on saurait un peu plus la vérité du faux, quoi. ouais. C'est un peu le combat. Toi, pour toi, ça se joue au niveau de l'éducation nationale, carrément, en fait. Oui, oui, oui. Oh, moi, j'en suis convaincue, hein. C'est pour ça que, voilà, c'est pas pour rien que j'ai vraiment envie de faire des interventions dans ce genre d'établissement. Parce que, c'est la source. Et voilà, je vois pas pourquoi on parlerait pas de sexualité. Ça fait partie de nos vies.
comme je dis, hein, pas forcément de tout le monde, mais d'une grande majorité. Et les parents sont pas tous aptes à parler de ce genre de choses, malheureusement. Oui, parce qu'ils sont eux-mêmes formés avec du porno. Enfin, je dis formés, c'est très bizarre de dire formés, mais ils sont même renseignés ou ils ont appris avec du porno et donc ils n'ont pas les bases comme il faudrait. Ou pas du tout. Il y en a beaucoup des parents qui sont justement très très à l'ancienne aussi. Hein. Ouais. Il y a et où ils ont vraiment du mal à lier tout ce qui est plaisir et acte sexuel. Voilà, il existe encore, et je n'ai rien contre ces personnes, mais ça existe aussi des personnes qui voient le rapport sexuel uniquement pour acte reproductif. Et toujours actuellement à l'heure d'aujourd'hui. Donc quand ces personnes sont parents, c'est normal que la communication autour de la sexualité se fasse pas forcément de la meilleure des façons. Donc ouais. Voilà. Et donc, est-ce que tu as une hypothèse sur le pourquoi est-ce que les Français ne consultent pas quand ils ont des problèmes autour de la santé sexuelle ? Première hypothèse, je pense que tout le monde n'a pas connaissance du métier de sexologue. Hein, voilà, il faut qu'on se le dise quand même. Une grosse honte aussi. Voilà, il y en a beaucoup qui malheureusement pensent qu'ils sont des cas isolés, qui pensent que c'est pas guérissable, qu'ils sont nés comme ça, que finalement, en fait, ils s'en font une définition de leur propre sexualité, tous leurs troubles, leurs douleurs, et ils sont pas au courant finalement que malheureusement, il y en a beaucoup nés comme eux, et que heureusement, ça se soigne et il y a des solutions. Donc je pense que c'est ça, c'est beaucoup une honte. Et après, pour certaines personnes, peut-être d'un point de vue financier aussi. Voilà, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Non, c'est ça. Ouais. Bah oui, sinon ça serait trop beau. C'est ça. Mais bon, après, voilà, hein, c'est comme pour tout. Hein. C'est comme pour les sexologues, c'est comme pour les psychologues. Ouais. Voilà, si certaines personnes sont dans les difficultés financières ou sont étudiantes, par exemple, il y a toujours moyen de moyenner avec le praticien. Ça se fait. Il faut aller négocier. Je rigole. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais si c'est pareil à l'étranger ? Attends, j'avais une autre question avant. En fait, j'imagine qu'il y a des gens, s'ils ont vécu avec toujours le même type de douleur, en fait, on n'a peut-être pas l'idée de se dire c'est une douleur, c'est bizarre, je vais aller consulter. On peut se dire aussi que tout le monde vit avec cette douleur et tout le monde fait avec, alors moi aussi je ferai avec, et puis c'est normal. Oui. Si on peut dire normal. Oui, je comprends. Comment est-ce qu'on sort de ce schéma de se dire c'est normal d'avoir cette douleur parce que je l'ai toujours eu ? Je pense que ça peut venir de la communication, déjà. Je pense que c'est important de dire que oui, il peut y exister plusieurs types de douleurs, de les définir et d'associer un max de connaissances liées à ces douleurs. Et à force de communiquer et de voir « Ah bah tiens, c'est bizarre, mais cette douleur-là, ça me rappelle la mienne. Ça me parle. Bon, bah du coup, ça veut dire que je suis pas toute seule et ça veut dire qu'on peut trouver un remède à cette douleur. » Je pense que c'est vraiment en communiquant qu'on peut trouver des solutions. Un exemple basique, c'est l'endométriose. Il y a des douleurs qui sont associées à l'endométriose et des douleurs qui sont spécifiques. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui sont en pénétration profonde. Voilà. En général, c'est à ce niveau-là. Quand on en a connaissance, alors on peut se dire, mince, je vivrai toujours avec ces douleurs, mais non. Heureusement, on a des solutions. Il peut y avoir des positions à préférer. Des positions qui empêchent justement une profonde pénétration. Ça peut être aussi des mouvements. Voilà, au lieu de faire haut-bas plus avant-arrière. C'est tout bête, mais ça change tout. Et on peut associer aussi des sextoys avec tout ce qui est anopénien qui va justement empêcher et réduire en fait l'amplitude du mouvement. Et là, on va commencer à travailler sur une sexualité sans douleur, justement. Après, ça passe beaucoup sur apprendre à se connaître. Ouais. Voilà, il faut vraiment tester plein de choses. Et communiquer avec le partenaire, en fait. On parle beaucoup de sexualité entre un homme et une femme, en fait, mais
évidemment qu'il y a aussi de la sexualité entre deux hommes, entre deux femmes, enfin, il y a tout qui existe, mais c'est vrai que la grande majorité, c'est entre un homme et une femme, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça. Et donc la communication entre les partenaires aussi au sujet de ces douleurs et du coup de tester différentes choses, elle paraît quand même essentielle. C'est ça. Après, c'est le socle du couple. Hein. Voilà. Ouais. Après, c'est pas évident pour tous de parler de sexualité avec le partenaire, parce qu'on a souvent peur de blesser, on a peur on peut avoir honte aussi d'un fantasme ou d'une pratique. Ouais, on a peur d'être jugé, tout simplement. Mais je pense que c'est la base. C'est vraiment la base du couple, c'est communiquer. Ouais. Et dans tous les cas, voilà, il y a des solutions qui existent. Et du coup, tout à l'heure, j'ai voulu te demander, est-ce que tu sais si... parce qu'on disait pourquoi les Français ne consultent pas. Est-ce que tu sais si c'est pareil à l'étranger, si le tabou est le même, si ça dépend des cultures, si ça dépend des religions? J'imagine que ça dépend pas mal des religions. Est-ce que tu sais comment ça se passe ailleurs qu'en France? Je sais qu'au niveau du Québec, ils sont pas mal développés au niveau de la sexualité. Ok. Voilà, Québec, Canada. Ils ont pas mal d'avance sur nous d'ailleurs. Voilà. Trop bien. Donc si on cherche des ressources, peut-être chercher du côté du Canada. Oui, clairement. Après, ça dépend aussi de la société dans laquelle on vit. Je pense qu'une société où les femmes sont plus écoutées, par exemple, est une société où la sexualité sera plus épanouie aussi pour elles. Ouais. Voilà. Je pense que... Voilà, pour moi, c'est indissociable. Voilà. Après, je n'ai pas d'exemple type. Ouais. Mais de mon expérience, c'est pas forcément les endroits où l'on parle le plus de sexualité qui sont plus ouverts à la sexualité. Voilà, un exemple, ça peut être par exemple les Anglais. Après, j'aime pas trop faire des généralisations. Oui, forcément. Mais je sais que j'ai rencontré beaucoup d'Anglais qui étaient très ouverts sur le sujet de la sexualité, qui parlaient de sexe, du moins. Mais sexuellement parlant au lit, très pudique, très prude. Et finalement, on sait pas comment ça marche. Voilà. Ok. En fait, c'est pour. Est-ce que c'est pour un peu extérioriser et ne pas, en fait, cacher le fait qu'on sache pas et qu'on soit très pudique. Du coup, on en parle beaucoup pour faire comme si c'était génial et qu'on était les rois du monde, les meilleurs, les plus heureux et que tout se passait super bien. Ah oui, mais ça marche pour tout le monde. Hein, oui. Ouais. ça existe bien, oui. Je sais par exemple que tout ce qui est Asie. Là, je sais pas trop au niveau de l'éducation sexuelle, là où c'en est actuellement, mais je sais qu'ils étaient un petit peu en retard par rapport à nous. Par contre, tout ce qui est sex toys, ah bah alors là, là on est plutôt bien. Ben oui, et puis aussi tout ce qui est virtuel en fait. Okay. Voilà, donc ça va être des sex toys, mais plus à utiliser en solo et qui sont liés à tout ce qui est réalité virtuelle. Voilà, mais je pense que ça reflète bien aussi la société, finalement. On n'a pas parlé du coup du côté sex toys, mais écoute, peut-être pour un prochain épisode. Je pense que le sex toy peut être un épisode à lui tout seul, tellement il est tabou. Mais ça se développe, hein. Ça se développe. Ouais. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai vu. Et on en parle beaucoup plus et de plus en plus. Ouais. C'est bien. Oui. On va finir sur une question un peu conseil. Est-ce que tu as un conseil, des conseils pour des gens qui sont avec leurs écouteurs et qui se disent peut-être qu'il faudrait que j'aille consulter, mais je n'ose pas? Je pense en vrai que ça peut changer vraiment la vie, en fait. Voilà. Parce que quand la sexualité, ou même quand nous, on se sent mal à l'aise avec son corps, avec ce qu'on ressent au plus profond de nous, que ce soit psychologique ou sexuel, n'importe en fait, je pense que c'est un pas qu'on doit faire, voilà, parce que c'est une libération, en fait, finalement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, je pense que ça permet vraiment de libérer, de se sentir plus sûr de soi, et plus en accord avec soi-même et avec notre corps. Donc voilà, je pense que ça en vaut la peine, largement. Trop bien. Bah écoute, on va finir là-dessus parce que je trouve que c'est un beau mot de la fin.
Merci beaucoup Isia Je t'en prie. pour tout ce que tu nous as raconté. Et puis on ira te voir sur ton compte Instagram. Et puis j'espère que des gens iront consulter si c'est nécessaire. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai des choses importantes à vous dire. Déjà, vous pouvez retrouver Isia sur son compte Instagram @clito-polo, CLITO-POLO. Nous, on se retrouve aussi sur Instagram sous le pseudo @sans-tabou-. Sur le site du podcast également, sans-tabou-podcast.com pour avoir toutes les notes de l'épisode. Et puis, si vous voulez nous confier votre histoire, votre expertise ou venir débattre sur des sujets tabous, vous pouvez nous écrire à sans-tabou.podcast@gmail.com. Vous avez rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.